Bonjour, soyez les bienvenus dans ce débat concernant le canton de Saint-Étienne-du-Val-de-Ness, débat dans le cadre du second tour des élections départementales. Ce débat est animé par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau-Vive-Lozère, Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle. Il est mis en image par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, et ce débat sera disponible sur le site de 48 Info. Mise en onde par Jean-François Clavel. Simplement une petite précision avant de commencer. On nous a fait souvent le reproche que dans nos débats, il n'y avait que des messieurs. Vous allez voir que dans ce débat pour le canton de Saint-Étienne du Val-de-Ness, ça n'est pas vrai, mais c'est un reproche qu'on nous a fait souvent. Et donc, lorsque nous avons invité les binômes, nous avons dit, vous choisissez qui vous voulez dans le binôme. Et beaucoup de messieurs se sont présentés. Mais Jean-Claude, donc on va présenter le canton, on va présenter le premier tour, on va présenter les candidats pour le deuxième tour. En tout cas, cette histoire de messieurs omniprésents dans le studio n'est pas vrai pour le débat concernant Saint-Étienne du Val-de-Ness. Effectivement, Jacques, en aucun cas, les journalistes n'ont choisi qui doit participer sur le binôme. Il y a eu des femmes, mais il s'avère qu'il y en a eu moins que prévu. Alors, le canton de Saint-Étienne de Val-de-Ness est composé vaste de canton. 25 communes. Patrick, vous avez 25 feuilles, donc on va voir les résultats tout à l'heure. 25 communes, il faut les citer, les habitants nous le demandent. Alors, il y a Altier, Bagnols-les-Bains, La Bastide, Puylaurens, Bédouès, Le Blémard, Les Bondons, Brenoux, Chasseradès, Caucurès, Cubières, Cubierette, Fraissinet de Lozère, La Nuéjole, Mars, Dorcières, Pied-de-Borne, Le Pont de Montvert, Pourcharès, Prévenchères, Saint-André-Capcèze, Saint-Beauzile, Saint-Étienne du Val-de-Ness, Saint-Julien du Tournel, Saint-Maurice de Ventalon, Vialas et Villefort. Il y avait 4 binômes qui sollicitaient les suffrages des électeurs et des électrices sur ce canton de Saint-Étienne du Val-de-Ness, et il faudra voter à nouveau dimanche sur ce canton. Il y a 2 binômes qui sont arrivés en tête. Tout d'abord, le binôme Francis Courtès, Sophie Pantel, qui obtient 40,64% des suffrages exprimés. Il est suivi du binôme Jean de Lescure, Massador Marjorie, 39,42% des suffrages exprimés. Clariot Jean-Luc et Pardigon Marie-France, 10,04%. Buisson Michel et Toyer Jean-Marie, 9,90% des suffrages exprimés. Donc il faudra voter à nouveau, je l'ai dit, sur le canton de Saint-Étienne du Val-de-Ness dimanche. Il faudra choisir entre 2 binômes. Le premier, Courtès Francis et Pantel Sophie. Donc ce binôme affrontera le binôme Jean de Lescure et Marjorie Massador. Une analyse tout de suite des résultats avec Patrick Biancone. Un autre chiffre qu'il faut bien évidemment citer, c'est celui de la participation. Sur ce canton, nous sommes à 67,31%, donc une abstention de 32,69%. Donc on se situe à peu près dans la moyenne de ce qui s'est fait dans tous les cantons de notre département. C'est bien évidemment beaucoup plus que ce qui s'est passé au niveau national, mais il y a quand même des cantons où il y a eu plus de 70%, même plus de 73%. On voyait tout à l'heure sur Saint-Alban sur les Magnols, et plutôt dans la matinée au niveau de la Canon, où ces 2 cantons dépassent 73%. Donc ce qui fait qu'il y a 1864 personnes qui ne sont pas allées voter dimanche dernier. Ça sera bien entendu un élément clé pour ce second tour. Donc le tirage au sort a désigné Jean de Lescure pour prendre la parole en premier. 1457 voix pour vous, 1502 pour Sophie Pantel. Donc on a bien compris une cinquantaine de voix d'écart. Bon, vous êtes dans la course. Oui, bien sûr, on est dans la course. Alors je voudrais commencer à remercier d'abord les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance ce dimanche. Je pense effectivement que la partie reste très ouverte puisque nous sommes séparés de quelques dizaines de voix seulement. Alors la campagne a été longue, un peu difficile parce que vous l'avez dit, déjà 25 communes à parcourir. Je l'avais dit la fois dernière, difficile pour nous parce que un redécoupage plutôt favorable à la gauche, donc il ne simplifie pas les choses. Également Madame Pantel, qui est vice-présidente de la région et donc qui fait la campagne un petit peu avec
je dirais, le porte-monnaie de la région, une mauvaise compréhension de la réforme. Ça, je pense que ça a été unanime. Tous les gens que nous avons croisés à leur domicile ou dans nos réunions publiques nous ont fait part de leur incompréhension. Incompréhension parce que finalement, en touchant au canton historique, on a touché vraiment au fondement de l'organisation territoriale, surtout dans le monde rural. Le problème des compétences qui ne sont toujours pas fixées, même si on nous dit que si, mais on est au stade de la première lecture et donc il faut attendre le Sénat et la deuxième lecture. Et on peut même se demander s'il y a bien une logique de nous annoncer une loi votée en juin alors que les élections se seront passées en mars. Il ne faudrait pas qu'on attende quand même le résultat des élections pour définir les compétences. Il ne faudrait pas qu'il y ait un lien, ça serait quand même dommage. Et puis on a rencontré aussi sur le terrain beaucoup de réactions de désamour un peu général sur la politique. Et donc tout ça fait que c'était un petit peu compliqué. Malgré ce, on a réalisé, je crois, un très bon score. Et le succès me semble tout à fait possible dimanche, car vous l'avez dit, il y a encore une abstention relativement élevée, même si dans bien des territoires français, on aimerait avoir la participation que nous avons eue, mais d'autres cantons l'oseraient en mieux participer que le nôtre. Donc je pense qu'il y a vraiment une réserve de voix au niveau des abstentionnistes. Et puis je pense que le report des listes qui sont plus au second tour eh bien, est loin d'être joué. Donc autant de choses qui font que je pense que les jeux ne sont pas joués. Sophie Pantel, bon, même question aussi dans ce canton, il faut quand même le préciser pour nos auditeurs, c'est un canton de poids lourd, passez-moi l'expression, mais bon, c'est vrai, quatre conseillers généraux qui composent ces binômes, puisque bon, Sophie Pantel, vous êtes conseillère générale au Pont de Montvert, votre binôme c'est Francis Cortès, qui est conseiller général de Mende Sud, Jean de Lescure, vous êtes conseiller général de Villefort, et votre binôme Marjorie Massador, conseillère générale du Guémard, donc c'est une configuration inédite dans les 13 cantons lozériens, donc voilà, et là on se retrouve vraiment dans une lutte où ça se joue à 1% sur ce premier tour. Donc Sophie Pantel, comment vous avez analysé un peu ces résultats? Bah écoutez, moi je veux aussi commencer par remercier donc tous les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont choisi de nous placer en tête à l'issue de ce premier tour. Rappeler que contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est un canton qui nous est pas du tout favorable, puisque M. de Lescure a eu son canton qui n'a pas été du tout modifié, alors que pour nous avons perdu les 3 communes qui votaient le plus à gauche, l'équivalent de 800 voix à gauche, avec les communes de Balsiège, Saint-Andéol de Clergemort et Saint-Frézal de Ventalon, et que quand on regarde les chiffres dernières cantonales, comme vous l'avez rappelé, ce sont les mêmes sortants, donc voilà, donc c'est quand même très proche et on voit bien que ça nous était pas favorable. Donc avec en plus un front de gauche qui a fait un excellent score sur ce territoire et qui se comprend au regard des questions que se posent les uns et les autres au regard du contexte national, une réforme qui a été incomprise et cette incompréhension a été accentuée par la politique de notre concurrent pendant cette campagne, qui a vraiment mis l'accent sur et qui recommence à dire qu'on ne connaît pas les compétences, qu'on aura peut-être, on les connaîtra qu'après les résultats en fonction des résultats. Tout ça, c'est que de la suspicion. Au niveau de soi-disant le porte-monnaie de la région, je veux quand même rappeler que j'ai toujours accompagné tous les projets sur tous les cantons et que sur ce canton en particulier, la salle des fêtes à Saint-André-Cap-Cèze, le théâtre à Villefort, la traversée de Prévenchères, je veux dire, ce ne sont pas des coins où on a fait du tout des voies et je peux en citer partout. Donc à chaque fois qu'il y a un dossier qui est intéressant, qui rentre dans les critères de nos programmes, je les ai soutenus. Donc on ne fait pas campagne avec l'argent de la région. On fait campagne sur un projet pour une autre dynamique dans notre département. Oui, il y a eu ces voix des 2 autres listes, donc Sophie Pantel vient d'en parler, il faut préciser les chiffres. Donc le Front National, 10,04%, 371 voix, et donc le Front de gauche, 9,9%, 366 voix. Donc Jean de Lescure, quel message à ses électeurs, extrême gauche, extrême droite, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes pour ce second tour? Je pense d'abord, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un lien évident
entre le désamour pour la politique nationale et ses votes, je pense en particulier sur le vote du Front National. Je pense que malheureusement le Front National se nourrit de l'échec de la politique nationale. Et chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National est au plus haut. C'est une constatation. Alors donc c'est un vote contestataire, sûrement. Moi j'ai pas de consigne à donner. Les gens voteront en leur âme et conscience. Moi je n'ai pas de message particulier, si ce n'est d'inviter ces gens à découvrir notre programme et à faire leur choix. Sophie Pantel, donc est-ce que vous avez contacté Jean-Marie Toyer qui était le porte-parole, il était là au débat du premier tour sur nos antennes du Front de gauche. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis hier? Est-ce qu'il va appeler à voter pour vous? Est-ce que vous y comptez certainement? Écoutez, je crois que même si les appareils politiques appellent à voter pour un tel ou un tel, les électeurs, ils sont grands, ils sont responsables et ils choisissent leur candidat. Voilà. Moi, je connais très bien Michel Buisson et Jean-Marie Toyer. Ils sont sur mon canton, ils sont sur les communes de Fraissinet et de Pont-de-Montvert. Michel est même élu au Pont. Voilà. Donc, je sais qu'ils se voient ce soir et qu'il y aura des consignes qui seront données au niveau départemental, mais je n'en sais pas plus. Qui ont été débats et qui ont été intrigués par un moment d'une petite passe d'armes entre vous sur un mail que Sophie Pantel vous auriez envoyé à Jean de Lescure. C'est Jean de Lescure qui a dévoilé cet épisode. Bon, ça a quand même interrogé les gens, hein. Vous vous en doutez bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter là, une semaine plus tard, quelques jours plus tard, après ce premier tour, sur cet épisode, bon, qui peut paraître un détail, mais qui a quand même son importance dans un débat, en particulier maintenant que vous vous retrouvez en face à face pour ce second tour. Écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire la fois dernière sur le sujet. Je voulais simplement démontrer que lorsque les redécoupages des cantons ont eu lieu, eh bien je pense que les politiques départementaux ici en Lozère ont bel et bien participé à ce redécoupage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc c'est un redécoupage éminemment politique. Alors j'entends bien ce que dit Mme Pantel tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des communes du canton du Pont-de-Montvert qui ne soient pas sur notre canton, mais là, pour les communes citées, je pense qu'il y a une logique de bassin de vie. Je rappelle quand même que Caucurès et Bédouès, qui sont des communes qui faisaient partie du canton de Florac, qui touchent la commune de Florac. Le canton de Florac fait moins de 5000 habitants. Et on raccroche ces communes de Bédouès et de Caucurès au canton de Saint-Étienne du Val-d'Aunès, qui fait presque 7000 habitants. Je demande qu'on m'explique la raison. Je pense que la raison est politique. Je continue à le penser. Voilà. Sur cet épisode du mail, Sophie Pantel, oui. Oui, de toute manière, cet épisode, ça montre que M. de Lescure est prêt à tout pour gagner ses élections. Je n'ai jamais envoyé de mail le 20 décembre dernier à M. de Lescure. Donc, je suis restée scotchée la dernière fois de la manière dont ça s'est passé. Et par contre, du coup, alors moi, j'ai quand même une question à poser à M. de Lescure, parce qu'à la dernière séance publique, qui était le 19 ou le 20, justement, 2014, j'ai interrogé le président au sujet du renouvellement de sa voiture. Et M. de Lescure et M. Pourquier m'ont répondu droit dans les yeux, puisque l'achat des véhicules fait partie de la commission de l'équipement que préside M. de Lescure, qu'il n'y avait pas eu d'achat de voiture pour le président. Donc je voulais que M. de Lescure précise si c'est toujours exact. Alors moi je réponds d'abord sur le mail. Tu m'as bel et bien envoyé un mail. Ah bah si. Le 20 décembre. Ça fait des mois. Non mais de toute manière, ça fait des mois avec Martin Delors qu'on ne t'adresse pas la parole depuis que tu as sabré le territoire au niveau du parc. Non, donc voilà. Alors d'abord le parc c'est autre chose. Et puis c'est trop facile. Vous avez repris la déclaration que j'ai faite au département sur les responsabilités. Tu m'as bel et bien envoyé un mail le 20 décembre, je n'ai rien inventé. Je n'ai jamais envoyé de mail le 20 décembre 2014. Je te dis que si, je te le montrerai. Réponds à la question, mais je m'en fous, je ne te crois pas. Trop facile de modifier les trucs ou d'inventer. Réponds sur la voiture du président, oui ou non? Je te dis que tu m'as envoyé un mail le 20 décembre. Non, 20 décembre 2014, je n'ai pas envoyé de mail. Sur le parc, je te réponds d'abord. Je n'ai rien massacré du tout. Je rappelle quand même que Mme Pantel, ma vice-présidente au parc. Oui. Oui, ma vice-présidente au
rien. Avec Martin Delors, nous sommes associés à rien. Qui a voté la charte au Parc National en conseil d'administration. N'a eu de... Ah ben si. N'a eu de cesse. Ensuite, de tout faire pour que sur le territoire, cette charte ne soit pas appliquée. Nous n'avons pas voté la charte. Tu as fait en plus toutes les démarches pour essayer de faire avorter les démarches que nous menions pour récupérer des financements sur la charte, en particulier au comité de massif, par exemple. Voilà, oui, mais je peux en citer des exemples. Alors sur le parc, s'il te plaît, j'ai pas de leçon à recevoir. Sur la voiture, c'est bien simple, quand ça a été évoqué lors de l'Assemblée, on a parlé de voiture de fonction. À mon avis, la voiture de fonction, moi à ma connaissance, il n'y a pas de voiture de fonction. La voiture de fonction du président, c'est la voiture qu'il a chez lui à sa disposition. Cette voiture-là, il l'a. Je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre remplacement de cette voiture. Bon, eh ben c'est pas grave, j'ai la carte grise là. Donc aujourd'hui, Monsieur Pourquier, c'est bien parce que Monsieur Delescure ne sait pas ce qui se passe dans sa commission. Oui. Alors aujourd'hui, Monsieur Pourquier roule dans une voiture qui est une Citroën C5 immatriculée BG 977 AM. C'est pas cette voiture. Voilà. Et ensuite, il a une nouvelle qui est immatriculée. Alors pareil, on a acheté une C5, même couleur, presque incognito, sauf que celle-là, elle est immatriculée DM 973 EDF. Et elle a été immatriculée le 28/11/2014. Donc ça veut dire que quand ils m'ont répondu droit dans les yeux en séance qu'il n'y avait pas eu de changement de voiture, et ben c'est un mensonge. Et donc pour la caméra, je vous montre quand même la feuille d'immatriculation. On ne parle pas de la même chose. Mais si on parle de la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose. Non. Je te parle d'une voiture de fonction qui n'est pas la voiture qu'utilisent les chauffeurs. C'est différent. Ouais. Eh ben oui. Non. Moi j'ai posé la question très clairement en séance. On parlait de la voiture de fonction. Je te dis qu'on ne parle pas de la même chose. Eh ben c'est sûr. Monsieur Pourquier a deux voitures. Il en a une chez lui et puis il en a une avec chauffeur. Et celle-là, elle est restée cachée pendant 3 mois au garage. Pourquoi on cache une voiture pendant 3 mois? Mais il y a deux voitures. Il y a deux voitures. Tu as l'air de découvrir aujourd'hui qu'il y a deux voitures. Il y a deux voitures. Je dis que la deuxième voiture, elle a été remplacée. Parler du canton de Saint-Étienne parce que là, je trouve. Non, mais c'est pour montrer que les affirmations de Monsieur Delescure sont. Sur la voiture, je t'ai répondu. Et puis vous rappelez que la dernière fois aussi, sur le parc, Monsieur Delescure nous a expliqué qu'il avait toujours financé lorsque ça rentrait dans les clous, au prorata en fait du territoire. Alors voilà, là aussi, Monsieur le Président du parc, je vous amène quand même aussi un exemple de refus pour le réseau des métiers d'art. Je ne parle pas de l'action Festival des métiers d'art au Pont de Montvert, je parle bien du réseau qui représente une 50aine d'artisans, dont très peu sont sur des communes non adhérentes et sur lequel il y a eu un refus. Donc ça aussi, je le montre. Et puis je vous l'offre, puisque vous ne savez pas ce qui se passe. Au niveau du parc, il est incontestable, moi j'y étais ce jour-là, quand le préfet de région est venu, il a été très clair, il a bien dit que les communes qui n'adhéreraient pas à la charte ne pourraient pas bénéficier des mêmes subventions que les communes qui adhèrent. Il ne s'est pas caché, le préfet de région. Donc bon voilà, donc qu'il y ait des refus, par exemple au Pont de Montvert, mais on l'a jamais contesté ça. Mais ça on l'a jamais contesté, on n'a jamais demandé à la commune. Moi je parle des associations qui ont un réseau. Mais quand le préfet de région est venu à Florac, il est venu expliquer que l'État considérait que la charte du parc était un projet de territoire et que sur ce projet de territoire, il souhaitait que des crédits d'État puissent être attribués à ce projet de territoire pour le mettre en œuvre. Donc c'était l'organisation d'une certaine confluence des crédits publics vers la charte. Mais je répète ce que j'ai dit la fois dernière, moi je n'ai pas entendu le préfet de région dire pour autant que les communes qui n'avaient pas adhéré à la charte n'auraient plus de crédits d'État, mais elles ne l'auront pas dans le cadre de la charte du parc, puisqu'elles n'y ont pas adhéré. Et sur les demandes de subvention, eh bien écoutez, quand les actions se déroulent dans le territoire du parc, ça peut être retenu en financement. C'est pas vrai, la preuve est là. Ça peut. Tu peux me laisser m'expliquer quand même. Ça peut, il y a des commissions, lorsque les commissions se réunissent, elles statuent, on ne répond pas favorablement à toutes les demandes. C'est vrai, mais ça c'est la vie d'une institution, c'est normal, et ensuite ça passe en commission permanente. Mais ce qui est très précis, c'est que quand ça se passe sur le territoire du parc,
même si ça concerne un groupement d'actions de collectivités qui ne sont pas toutes partenaires du parc, eh bien on peut le faire au prorata. Voilà, c'est tout. Je suis ravi d'apprendre que la politique va changer. C'est une règle. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. Pour que tout soit clair, donc là nous avons donc la réponse signée par Jacques Merlin, le directeur du parc. Donc l'association, c'est les métiers d'art, ils organisent un festival. Non, mais c'est pas pour le festival, c'est pour le travail du réseau. C'est bien marqué. Bon, donc les métiers d'art sont basés au Pont de Montbert. Donc pour vous, Sophie Pantel, c'est une mesure de rétorsion parce que c'est votre canton. Oui. C'est le message que vous pouvez faire. Parce que leur siège est au Pont de Montbert. Eh bien oui, le parc peut pas aider. Les actions ne sont pas au Pont de Montvert, c'est un réseau sur toutes les Cévennes. Alors ça veut dire qu'on tient compte juste du siège et pas de l'action, c'est en parfaite contradiction avec ce que tu viens d'évoquer. Mais si. Voilà. On se rend compte que dans ce canton, voilà, il y a des tensions entre vous, mais certainement parce que voilà, on est un peu à la croisée des chemins sur l'avenir de ce département. Voilà, ça peut faire 6-7 d'un côté, 7-6 de l'autre, et donc oui, Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès, c'est le canton qui peut faire basculer à droite ou à gauche. Vous le percevez comme ça, vous, Jean de Lescure, l'importance, bon, bien sûr pour vous personnellement, mais aussi pour cette majorité départementale, donc à laquelle vous appartenez. Oui, autour de Jean-Paul Porquier. De toute façon, oui, c'est important, le résultat de notre canton, c'est important. Je ne sais pas si c'est notre canton qui fera que la majorité restera majorité ou pas. Il y a d'autres cantons, je pense, sur le département de la Lozère où les jeux sont loin d'être faits. Mais moi, je voudrais quand même revenir un instant sur des reproches également que j'ai découverts dans la presse, où donc nous faisons attaquer avec Madame Massador sur notre capacité à mobiliser des financements sur nos territoires ces dernières années et à provoquer un rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est. Alors là, évidemment, je m'inscris en faux parce que quand même, je voudrais rappeler qu'il y a des très gros projets structurants qui ont été initiés sur mon canton et pour lesquels je ne suis pas étranger, même au-delà de mon canton. Même je peux parler, par exemple, de la restructuration du Mas de la Barque qui est sur le canton de Madame Pantel. Je peux parler de la construction d'un village de vacances au bord du lac de Villefort. Je peux parler de l'ouverture d'un établissement pour personnes handicapées à Prévenchères. Je peux parler de tout ce qui a été fait sur la station thermale à Bagnols-les-Bains. J'ai développé des projets structurants qui n'avaient jamais vu le jour sur l'est du département. Alors, je ne peux pas laisser écrire n'importe quoi. Et pour ces projets, j'ai d'ailleurs réussi à mobiliser des gros financements de la région en particulier. Alors, c'est vrai que c'était du temps de M. Bertrand, mais voilà, je le dis, et M. Bertrand nous a toujours aidés. J'ai quand même, par exemple, obtenu une subvention d'1,5 million sur le village de vacances du lac de Villefort. J'ai obtenu des financements de l'État sur le FNADT pour le Mas de la Barque à l'époque, puisque je m'en suis beaucoup occupé, très conséquent aussi. Donc, l'histoire de venir nous dire que nous ne sommes pas capables de mobiliser des financements, de créer du développement et d'avoir anticipé quelque part un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest, ben évidemment, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Monsieur de Lescure, avant la conclusion, il vous reste 1 minute et je pense que Mme Pantel Madame Pantel a beaucoup de retard. Oui, tout à fait. 4 minutes 33. Sur Alain Bertrand. Non, moi je veux répondre là sur les projets structurants. Sur le déséquilibre entre l'Ouest et l'Est. Nous maintenons. Ça n'est indécent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez la carte, d'ailleurs la majorité sortante fait campagne avec l'argent des contribuables. Pas plus tard qu'on a reçu un document de Lozère Développement, il y avait toutes les zones artisanales, on voit bien qu'elles étaient toutes à l'Ouest et pas à l'Est. Tous les projets structurants cités par Monsieur de Lescure concernent Villefort. Et à part la station thermale. Et la station thermale, je rappellerai qu'on finance à parité la région. Oui, donc il ne faut quand même pas s'approprier des projets dont tu n'es pas à l'origine. Si, tu l'as cité. Le Mas de la Barque. Le Mas de la Barque, vous regarderez l'adresse, il y a marqué Villefort. Il y a marqué Villefort parce qu'en fait l'accès se fait par Villefort. Il y a deux gîtes qui sont sur le pont. Après, c'est la voie communale numéro 1 qui sert de ski qui est sur le pont. Tous les autres gîtes et le resto sont sur Vialas. Et le premier bâtiment, le parking, tout ça, c'est entre chez nous. Oui, sauf que le Mas de la Barque, je rappellerai que depuis le départ, tous nos prestataires de tourisme, quand ils ont vu l'argent qui a été mis là-haut, qui est une véritable concurrence pour eux au regard des tarifs qui sont pratiqués, je veux dire, si ça, c'est un projet structurant pour mon canton, il faudra m'en reparler et en reparler surtout à tous les habitants. Voilà. Et quant au dossier, je
regrette tous les dossiers qui ont été soumis sur le canton de Villefort depuis que je suis élue au conseil régional, on les a tous financés. Donc j'attends de savoir lequel j'ai pas aidé et lequel j'ai pas accompagné. Mais j'ai pas dit que les projets n'avaient pas été financés, ça c'est toi qui... Non, mais si, t'as dit que du temps de M. Bertrand, t'avais de l'argent. Ben oui, j'ai dit que du temps de M. Bertrand... Alors cite-moi quel dossier j'ai pas accompagné depuis que moi je suis à la région. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on fait des demandes à la région, bizarrement, M. Bertrand nous répond avant toi. Mais ça, oui. Ah ben voilà. Ça c'est votre problème. On aborde un point clé parce que c'est vrai que là, bon, on est quand même surpris. Donc c'est Jeanne Delescure qui nous explique qu'il est très content d'Alain Bertrand. Et vous, Sophie Pantel, est-ce que vous êtes content d'Alain Bertrand? On sait que vos relations sont plus que tendues. Est-ce qu'il vous manque des voix à gauche à cause d'Alain Bertrand? Il faut poser la question clairement. Non, il manque aucune voix à gauche sur ce canton. Le Front de gauche a fait sa campagne qui était une campagne nationale. Voilà, ils ont fait un très bon score. Nous, on a mobilisé. On a encore une réserve à la fois chez les abstentionnistes et chez le Front de gauche. Voilà, s'ils veulent nous soutenir. Mais après, chaque électeur le décidera. La question, c'est pas une histoire d'Alain Bertrand ou pas Alain Bertrand. Enfin, je veux dire, on est hors sujet. Cette fameuse élection à la présidence, est-ce que vous seriez, vous, candidate, et si bien sûr, si vous êtes élu, pour représenter cette présidence de gauche, si le département bascule à gauche, est-ce que vous avez cette ambition-là? Moi, ce matin, Jean-Paul Porquier l'a dit clairement, il veut l'être. Pierre Morel a dit qu'il discuterait aussi avec Jean-Paul Porquier et que peut-être lui aussi se présenterait à la place de Jean-Paul Porquier. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos ambitions en cas de troisième tour? Écoutez, là, on est dans le cadre du deuxième tour de l'élection. Moi, j'ai toujours fonctionné de manière démocratique. Nous sommes un groupe, nous sommes une liste d'élus qui veulent changer la politique qui est menée sur ce département. Donc, on fera les comptes à l'issue du deuxième tour. On se réunira, il y aura un vote et on verra qui éventuellement prendra la présidence et qui sera le mieux à même de rassembler autour de celui ou celle qui pourra lever la main. Aujourd'hui, c'est prématuré. Non. Est-ce qu'il fait campagne pour Sophie Pantel? Beaucoup en doute. C'est ce qu'on veut dire. Bah écoutez, posez-lui la question. Vous avez 3 minutes de retard sur M. Delescure. Hein. Et M. Delescure a encore 1 minute pour lui, donc, avant la conclusion. Sur M. Delescure. Donc il peut intervenir. Bon voilà, s'il y a des sujets bon, le tourisme aussi, on sait que c'est un aspect vraiment important pour ce canton. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Vous avez parlé des prestataires. Bon, on sait que c'est pas évident dans ce secteur-là. Et maintenant, la concurrence est mondiale. On part voilà dans des pays étrangers pour 200-300 euros. Voilà. Donc comment venir dans ce secteur Cévenol et puis aussi cette vallée qui va jusqu'au Val-de-Lens. Et de l'utilité du CDT aussi. Voilà. En matière de tourisme, c'est un domaine où la majorité sortante a vraiment échoué quand on regarde le nombre de nuitées et les difficultés que rencontrent les prestataires. Donc on a plusieurs niveaux de problèmes. On a d'abord un manque de communication et c'est surtout d'avoir un message qui soit lisible et qui soit répété, comme a pu faire l'Aveyron, l'Ardèche ou d'autres départements. Après, on a un problème de montée en gamme, de qualité d'accueil. Il nous manque des produits structurés, des produits packagés, voilà, et autour de valeurs qui feront la différence parce qu'on est en concurrence avec d'autres départements ruraux qui misent tout sur le tourisme vert. Donc moi je pense à l'itinérance. Je prends l'exemple de l'itinérance parce que par exemple l'association Stevenson que nous hébergeons depuis des années à la mairie du Pont-de-Montvert, elle bénéficie en tout et pour tout sur les programmes départementaux de 4 000 €. Alors qu'il y a 3 millions de retombées économiques. Et juste avant la fin de la mandature, on nous proposait de voter 6 ou 8 millions pour le parc à loups. Et quand on a posé des questions à Sainte-Lucie, c'est aussi l'équilibre, vous savez, entre l'Ouest et l'Est dont je parlais tout à l'heure. Et quand on a demandé quelle était la stratégie départementale en matière de tourisme, comment ça avait été bâti par rapport au privé qui était autour de ce parc à loups, quelles étaient les conséquences, etc., on n'a jamais eu de réponse. Alors peut-être qu'il faut mettre cet argent là-bas. Sauf que tant qu'on n'a pas de réponse sur quelle est la stratégie, quel est le schéma départemental, nous, on a voté par exemple contre. Pour revenir plus particulièrement au Mont-Lozère, nous, on propose des actions bien concrètes, de revitaliser le GR68. C'est un travail qu'on a déjà lancé et dans le cadre de ma délégation donc à la région, j'ai fait partie de ceux qui ont porté l'itinérance et les pôles de pleine nature pour que ce soit éligible au niveau du Massif central. Ça a été un long travail. Après, j'ai proposé à la directrice du groupement d'intérêt public de venir présenter l'appel à projet et donc dans le cadre du CIS, qui est le syndicat intersyndical qui regroupe donc 4 communautés de communes, il y a une candidature que nous avons initiée qui est en train de se construire pour pouvoir répondre et donner une identité de pôle nature au Mont-Lozère. Et ce qui est important surtout, c'est d'avoir
parce que jusqu'à présent, c'était toujours tout pour le Mas de la Barque, et sans retomber pour le canton du Pont-de-Montvert ni pour le Blémard. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet sur la station, en complémentarité avec le Mas de la Barque, qui fonctionne, et d'avoir surtout le lien avec tout ce qui se passe dans les vallées et les contreforts du Mont-Lozère, puisque bon nombre de sports de pleine nature sont là. Sur les associations, parce que là aussi j'ai été attaqué, je voudrais dire à Mme Pantel qu'elle n'a pas l'exclusivité du soutien aux associations. Moi j'ai toujours fait en sorte sur mon canton de soutenir les associations, et contrairement à ce qui a été dit dans la presse, je l'ai fait avec équité. Mais l'équité, c'est pas l'égalité mathématique, parce qu'il y a des associations qui engagent plus de moyens, parce qu'il y a des gens qui s'engagent plus, qui sont plus nombreux, qui sont voilà. Donc les associations, je les ai toujours soutenues et je continuerai à les soutenir. Et j'ai même mis en place un fonctionnement particulier lié à la maison des services publics à Villefort, qui est devenu le lieu de soutien des associations, pour que les associations puissent y faire leur démarche administrative, pour qu'ils puissent également être épaulés dans leur action de communication et dans leur événementiel. Donc je pense qu'au niveau associatif, je pense que c'est tout à fait incorrect de prétendre que j'ai agi avec, avec manque d'impartialité sur mon canton vis-à-vis des associations. On l'a marqué où? On l'a marqué où, ça? Tu l'as écrit aux associations. On ne me dit pas. Je sais quand même lire. Ce que j'ai écrit. Il vous manque 30 secondes. Moi, je veux répondre là sur les associations. Nous, on a écrit aux associations pour rappeler l'importance qu'elles avaient pour nous sur le territoire, et pour rappeler surtout la manière dont nous on travaillait, c'est-à-dire que pour distribuer nos dotations cantonales, nous on demande à tous les dossiers d'arriver à une date précise. On réunit toutes les associations et tous les maires. C'est pas le conseil général au coin de la table qui fait sa répartition. Et donc on définit des critères ensemble. On ouvre les dossiers après, et après je publie dans mon journal. Donc plus transparent que ça, je pense que c'est pas possible. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Monsieur Delescure, vous avez 1 minute pour conclure. Mais écoutez, moi je dirais que face à une liste de gauche que je qualifierais d'isolée, car elle est sans soutien, puisque j'ai découvert dans la presse que même le Parti Socialiste ne soutenait pas Mme Pantel, qui est pourtant une élue socialiste du groupe socialiste à la région. Enfin, moi j'ai lu le journal, voilà. Et sans le soutien du sénateur Bertrand non plus, puisque là aussi M. Bertrand faisait état de ses soutiens, et je n'ai pas vu son soutien public à Mme Pantel et M. Courtès. Voilà. Donc, moi j'invite les électrices et les électeurs du canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès à choisir l'équipe de la majorité départementale. À la critique et au dénigrement, eh bien, nous préférons le rassemblement de tous les acteurs de ce grand territoire autour de notre projet Lozère 2020, que nous avons construit avec les Lozériennes et les Lozériens, et dont les premières actions sont déjà engagées. Je pense à la fibre optique, par exemple, je pense à première action sur la mobilité, je pense à la mise en place de la navette entre Florac et Mende, et d'ailleurs qui passe par le canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Oui, grâce à Francis Courtès, parce que c'était pas le cas au départ de le document qui nous a été présenté en commission. Non. Si, mais c'est pas grave, on le mettra sur le site. On le mettra sur le site. Voilà. Voilà, pour un canton de Saint-Étienne dynamique et solidaire, eh bien, je demande aux électeurs et aux électrices de nous faire confiance et de voter pour la liste de la majorité départementale. Madame Pantel, vous avez 1 minute pour conclure. Oui, alors moi je voulais dire que nous n'étions pas du tout isolés. Nous faisons partie d'une équipe qui est en capacité de prendre la direction de ce département et de travailler autrement dans l'intérêt des Lozériens et des Lozériennes. Nous, ce qu'on demande aux électeurs, c'est de rester mobilisés, de participer. On a fait tous les hameaux des 25 communes, les 2 titulaires, parce que je veux simplement dire aux électeurs que quand les titulaires ne prennent pas la peine de se déplacer pour aller les rencontrer avant une élection, on peut se demander comment ils vont s'occuper de ces territoires après. La réforme, maintenant, c'est une réalité. Donc, nous, ce qu'on souhaite, on est obligé de faire avec, que ça plaise ou pas. Ce qu'on souhaite vraiment, donc, c'est rééquilibrer entre l'Ouest et l'Est. Tout ce travail qui a été fait par l'équipe adverse pour ne parler que de la réforme, c'est simplement pour faire oublier le bilan négatif. Cette élection, elle doit, bilan négatif de la majorité départementale, ça doit rester une élection locale. Il y a des enjeux très forts pour le département d'aller chercher et de contractualiser le maximum d'argent pour le département. Et on est loin d'être bon dans ce domaine au niveau du département. Nous sommes une équipe solide qui peut fonctionner. Ce ne sont pas des alliances de dernière minute. Ce territoire a des atouts. Et donc nous, c'est vrai que toutes les voix compteront. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir agir et travailler au service d'une Lozère moderne et dynamique. Ainsi se termine cette rencontre concernant le canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès.
débat donc dans le cadre du second tour des élections départementales. Il était animé par Patrick Biancon, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau-Vive Lozère, et filmé et mis en vidéo sur le site de 48 Info par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle. La mise en onde de cette rencontre était assurée par Jean-François Clavel. Merci. Madame, monsieur, merci. Merci.